forces de l'ordre sont avertis d'un drame qui semble s'être déroulé à Targé, une petite commune pas très loin de Châtellerault dans la Vienne. Une fois qu'ils arrivent sur place, ils vont pénétrer dans une propriété, s'apercevoir qu'il y a un puits et que de ce puits émanent des cris d'une femme qui appelle à l'aide, au secours. Cette femme se trouve à 15-20 mètres peut-être en contrebas, dans le puits, dans l'eau. Elle leur explique être avec ses 2 enfants. Les policiers se précipitent et puis ils font avec les moyens du bord. C'est-à-dire qu'ils trouvent une corde qui est là, ils essayent de faire des nœuds à la corde. Ils lancent la corde pour que la personne dans le puits puisse s'en saisir. Et puis ils appellent bien entendu tout de suite les pompiers. Mais la corde se révélera trop courte et fort heureusement il y a un tuyau d'arrosage qui lui est suffisamment long. Ils vont le jeter à Alice, la personne qui se trouve au fond du puits, qui va pouvoir le mettre autour de sa taille et puis être maintenu comme ça hors de l'eau jusqu'à l'arrivée des pompiers. Ils extraient tout d'abord le petit, qui est en bonne santé, qui ne porte pas de traces de blessures. La petite fille, ensuite, Camille, qui est en arrêt cardiaque. Une opération très délicate dans un puits profond d'une vingtaine de mètres et large d'à peine 1 mètre. Et puis, en dernier, c'est donc Alice, que l'on ressort, qui a autour d'elle toute une couverture, un manteau. Elle est bien sûr blessée, des ecchymoses. Elle est restée longtemps dans cette eau froide, donc évidemment, elle n'est pas totalement indemne. Elle est épuisée, elle est évidemment en état de choc, et puis elle est surtout en hypothermie. Alice, 29 ans, est née et a grandi à Mantes-la-Jolie, en région parisienne. C'est une jeune femme qui est fille unique, qui a été élevée dans une famille où les parents, notamment le père, travaillent avec un poste à responsabilité, un niveau de vie sur le plan matériel relativement confortable. Elle était un peu enfant roi. Elle a grandi dans un environnement stable, une mère très aimante, un père très aimant. C'est une jeune femme qui a suivi une scolarité à peu près normale, obtenant les diplômes qu'elle visait, qui est parvenue à trouver du travail. Elle avait un métier de secrétaire, d'assistante. D'ailleurs, elle a se réalisé dans son métier d'une façon tout à fait convenable. Elle avait des relations de travail qui étaient absolument convenables aussi. On n'a pas notion d'une personne qui poserait des difficultés avec ses collègues. Voilà, on a une personnalité qui est finalement assez lisse. Ses amis la décrivent comme une personne sociable, sympathique, assez enjouée. C'est à l'âge de 18 ans qu'Alice rencontre Sébastien, de 3 ans son aîné. Ils s'installent ensemble dans le département de la Vienne et en 2007, ils deviennent les parents de Camille. S'ils ont tout pour être heureux, leur couple est loin d'être solide. Alice est une jeune femme, mais qui était à cette époque-là en surpoids, qui avait un problème, un vrai problème de surpoids. Et c'est d'ailleurs un reproche que lui faisait son mari. Il y a cette histoire de surpoids que son mari lui jette au visage assez fréquemment en lui expliquant qu'elle n'est pas désirable parce qu'elle a énormément grossi. Elle fera des efforts assez substantiels pour perdre du poids. Et puis elle va aller encore plus loin puisque celui-ci semble avoir quelques appétences pour des fantasmes dans la vie intime. Pendant un temps, elle acceptait que son mari ne soit pas fidèle sur le plan sexuel, à partir du moment où elle était informée de cela. Mais en octobre 2011, après une bonne dizaine d'années de vie de couple,
Elle apprend par son mari que celui-ci a une maîtresse. Après avoir réussi à remonter la mère de famille et ses 2 enfants, les pompiers s'empressent de leur prodiguer les premiers soins. La fillette est en arrêt cardiaque et malgré les efforts du SAMU, elle décède sur place. Le deuxième enfant, qui est un nourrisson âgé de à peine 5 mois, est en état d'hypothermie mais ne présente pas de blessures graves. Alice, elle est étonnamment lucide quand elle sort du puits. Elle va tenir immédiatement des propos assez précis. Immédiatement, elle explique qu'elle a tenté de se suicider et d'emporter avec elle ses 2 enfants, compte tenu de difficultés de couple qu'elle rencontre depuis un certain temps avec son mari. Elle dit qu'elle a tué sa fille, elle donne l'impression, je dirais, qu'elle s'en veut beaucoup. Et surtout, elle dit que la prochaine fois, elle ne se ratera pas. Le père va arriver sur place tardivement, c'est-à-dire après que les enfants et son épouse ont été sortis du puits et évacués à l'hôpital. Et il arrive parce qu'il a pris connaissance sur son téléphone portable de messages et SMS que lui avait envoyé sa femme. Au départ, on est dans la menace. Elle va expliquer que s'il ne revient pas très rapidement, il n'y aura plus ni femme, ni enfant, ni famille. Elle va lui laisser un message au terme duquel elle lui dit « ça pue la mort ici ». Et puis, un petit peu plus tard, elle lui dit « j'ai déjà assommé Camille ». Et puis elle réitère, si tu n'arrives pas rapidement, il n'y aura plus ni femme, ni famille, ni enfant. Lorsqu'il se présente à son propre domicile, il n'y a pour ainsi dire plus personne d'autre que les enquêteurs. Cet homme est dévasté. Dévasté dans l'incompréhension complète. Il ne pouvait pas imaginer un seul instant que la mère de ses enfants s'en prenne à ses enfants. Pendant que le père de famille est pris en charge, les policiers font le tour de la propriété à la recherche d'indices. Lorsqu'ils vont approcher du puits, ils vont trouver des objets qui, a priori, n'ont pas de raison de s'y trouver. On va retrouver son téléphone portable, ainsi qu'un chapelet et une icône religieuse. Et puis, aux abords de celui-ci, on découvre une bouteille de vodka vide. Sur le chemin entre la maison et le puits, on retrouve donc une poêle avec un manche cassé. On retrouve du sang qui a ripé sur la carrosserie de la voiture. À l'intérieur du domicile, les enquêteurs vont dans la chambre du nourrisson. Et là, ils vont trouver de nouveau une poêle et un rouleau de scotch à proximité du lit de l'enfant. Les premiers éléments d'enquête de voisinage vont révéler qu'aux alentours de 15h30, la voisine la plus proche a entendu des cris stridents qu'elle a imaginé émaner de l'enfant du couple de voisins, Camille. Et puis ensuite, cette voisine fait état de bruits sourds. Elle indique qu'elle s'est arrêtée dans ce qu'elle faisait. Et manifestement, c'était des cris qui n'étaient pas des cris d'enfants qui jouent. Non, c'était pas ça du tout. Elle rapporte que les cris de l'enfant auraient pu correspondre aux phrases « je ne veux pas, non » ou bien « papa, non ». Sans surprise, lorsque l'autopsie de l'enfant va être réalisée, il sera indiqué qu'elle est décédée par asphyxie liée à une immersion dans l'eau. On peut parler plus simplement d'une noyade. Tandis qu'Alice est hospitalisée en soins psychiatriques, les enquêteurs auditionnent ses proches. Ce sont toutes des femmes qui la connaissent depuis suffisamment longtemps et qui vont expliquer qu'il n'était pas imaginable pour aucune d'entre elles qu'elle puisse passer à l'acte de cette manière-là. En tout cas, qu'elle puisse s'en prendre à ses enfants.
Parce que l'idée qu'elle puisse s'en prendre à elle-même est quelque chose qu'elle pouvait percevoir. Toutes ses amies, ils voient qu'elle bascule dans une sorte de, je ne sais pas, de paranoïa, avec une violence qui s'extériorise dans ses messages, dans la façon dont elle parle de son mari, de cette maîtresse, enfin une volonté vraiment de leur faire du mal. Et ça remonte déjà 2-3 mois avant les faits eux-mêmes. Et puis tout ceci va de plus en plus fort. Le point d'orgue, c'est quand le mari, le 5 octobre, annonce qu'il s'en va et il va vivre avec la maîtresse. 5 jours avant le crime, Alice rentre d'un voyage de travail. Son mari vient la récupérer et presque de but en blanc lui explique que c'est plus possible de continuer comme ça. Le mari, le seul moment où vraiment il prend une décision, c'est le 5 octobre. Et là, il prend vraiment la décision. Il dit c'est fini. Et c'est là qu'on passe donc à autre chose. Elle était très investie auprès de son mari, et puis elle s'était fait une idéale de sa famille, ce qu'elle appelait le cocon familial. Non seulement elle n'acceptait pas cette séparation, mais en plus il y avait une sorte d'humiliation par rapport à cette femme, en fait, la maîtresse. Ce soir-là, elle va ingérer un certain nombre de médicaments, une quantité plus ou moins importante. Et lorsqu'elle aura commis ce geste-là, elle va appeler la maîtresse de son mari en lui expliquant qu'elle a fait une tentative de suicide et qu'ils vont pouvoir vivre maintenant leur idylle bien tranquillement. Émilie, la nouvelle compagne de Sébastien, alerte immédiatement les secours. Alice restera une nuit à l'hôpital. Alice prend ce jour-là des cachets, mais elle sait qu'elle n'en prend pas suffisamment pour se donner la mort. Et elle fait sciemment un appel au secours. Avant de l'auditionner, les policiers de Châtellerault décident d'analyser les communications téléphoniques d'Alice, le jour du drame. Elle laisse un certain nombre de messages téléphoniques à donc son mari, à ses parents aussi. Eh bien, elle indique qu'elle a précipité la petite. Son mari dira qu'il entendait les cris du petit derrière, pas de Camille, qui elle était déjà en réalité au fond du puits. Donc il faut imaginer cette mère de famille qui est assise au bord du puits, avec son enfant qu'elle a précipité dans le puits après l'avoir frappé violemment, et qui continue de passer des coups de téléphone pour dire « Attention, moi aussi je vais sauter ». Et elle appelle qui? Sa meilleure amie. Parce qu'elle sait très bien que tout de suite, la meilleure amie va prévenir la police. À 16h04, son dernier coup de fil. Ensuite, 16h10, la police arrive et je pense qu'elle s'est précipitée dans le puits juste avant. Les enquêteurs se demandent également si la mère de famille était dans un état second au moment des faits. Il y a une expertise toxicologique qui va être pratiquée sur Alice. Elle révélera la présence, mais uniquement dans des doses classiques, dans des doses thérapeutiques, de médicaments de type anxiolytique ou autres, délivrés par un médecin dans le cadre des différentes hospitalisations qu'elle a pu subir dans les jours précédents. Elle n'était pas sous l'emprise de médicaments à dose extraordinaire. Ce que disent les experts, c'est que ça correspond très clairement aux prescriptions qui lui avaient été données. Elle est hospitalisée pendant 13 jours après avoir été extraite du puits et sa garde à vue n'interviendra qu'après ce délai d'hospitalisation de près de 2 semaines. Dans le cadre de cette garde à vue, elle explique d'abord qu'il y a eu un élément déclencheur à cet acte criminel. C'est le fait de réécouter un message qui remonte à plusieurs jours auparavant. Et ce message a été laissé sur son répondeur par sa rivale, par la maîtresse de son mari, qui lui dit en substance, puisque elle venait d'appeler les secours après une tentative de suicide faite par Alice, qui lui dit en substance, écoute, moi, tu peux crever, j'ai fait ce que j'avais à faire, comprendre, j'ai appelé les secours, maintenant le reste n'est plus de mon ressort,
crève, mais surtout fous-nous la paix. Alice tente alors de joindre son mari, Sébastien, à de multiples reprises. En vain. Ne parvenant pas à joindre son mari, elle se frustre de plus en plus et elle est dans une colère, elle parlera de rage, une colère de plus en plus grande. Il y a une espèce de montée comme cela où elle va basculer dans une forme de folie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est tout d'abord dans un état de grande tristesse, d'un état de souffrance terrible. Et elle a envie de faire quelque chose de plutôt spectaculaire, de nuire également, de rendre l'ascenseur, je dirais, à ce mari finalement qui la malmène. Elle dit, mes enfants se trouvaient au mauvais moment, au mauvais endroit. Alors l'idée, elle explique qu'elle vient, qu'elle s'impose à elle et qu'elle se réalise immédiatement. C'est-à-dire que de suite, elle dit « je vais demander à ma fille de sortir dehors avec moi pour faire un jeu ». Et d'ailleurs, elle a ce détail en disant que la petite Camille était très heureuse finalement parce qu'elle allait jouer avec sa maman. Elle va l'amener près du puits, elle va lui bander les yeux avec un torchon ménager, et puis elle va la laisser ici, rentrer dans la maison chercher une poêle. Elle va avoir cette idée, pour que sa fille ne souffre pas, de l'assommer. Donc elle l'assomme violemment, mais elle ne perd pas connaissance, la petite fille, manifestement, puisqu'une voisine l'entend pousser des cris intenses. Elle va frapper une première fois, constater que on n'est pas à la télé et qu'un coup de poêle, ça ne va pas nécessairement assommer celui qui va le recevoir. Frapper une deuxième fois sa fille, et ça ne fonctionne pas plus. Et puis, ne parvenant pas à assommer sa fille, elle va l'acheter dans le puits. Et alors que la petite est encore consciente. Elle explique qu'elle va retourner dans la maison, chercher son nourrisson qui se trouve dans sa chambre, et puis elle va l'emmener près du puits et se jeter avec lui au fond. Et elle va dire d'ailleurs que cette chute dans le puits et probablement le contact avec l'eau froide, évidemment, avoir un effet de choc sur elle qui va, d'une certaine façon, la réveiller. La première chose qu'elle fait, c'est de mettre rapidement en sécurité au niveau de sa poitrine son nourrisson, et puis avec une main de tenter de retrouver son enfant. Et elle va très rapidement toucher les cheveux, les longs cheveux de sa fille, et donc la sortir de l'eau, en tout cas essayer de sortir son visage de l'eau pour qu'elle puisse respirer. Et elle dira, j'ai essayé de lui appuyer sur le ventre pour faire sortir l'eau. Donc elle va essayer de réanimer sa fille en vain. À l'issue de sa garde à vue, Alice est mise en examen pour meurtre aggravé sur sa fille et tentative de meurtre sur son fils, puis placée en détention provisoire. Tout l'enjeu du procès, c'est de comprendre comment une femme peut en arriver, une maman peut en arriver à faire une chose pareille. Comment elle peut se venger de son mari en réalité. Et ensuite, elle, quelle compréhension elle avait de cela. Sur le banc des parties civiles, Sébastien, au bras d'Émilie, fait face à son ex-femme. Imaginez ce qu'a vécu cet homme. C'est le pire cauchemar qu'on puisse concevoir. Vous allumez votre portable et vous réalisez que votre femme est en train de tuer vos enfants. C'est une ambiance qui est chargée d'émotions. On a un père de famille qui est partie civile avec sa famille, donc qui est là. Pour eux, revivre évidemment tout cela, c'est épouvantable. On a une accusée qui est très silencieuse, très effacée, qui répond aux questions qu'on lui pose. Alice prend ses responsabilités. Ce faisant, elle ne rejette la faute sur personne. Elle considère que rien ne pourra jamais permettre qu'elle soit pardonnée pour cela.
Elle explique par ailleurs que le comportement qu'elle a eu, qu'elle qualifie elle-même de harcèlement à l'égard à la fois de son ex-mari, désormais, à la fois de la maîtresse de celui-ci, est quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire et qui a sans doute contribué à ce drame. On pourrait penser à un suicide altruiste, c'est-à-dire de penser à ses enfants, de penser à leur sort et de se dire que finalement le fait de se suicider, mais en même temps d'emporter ses enfants avec elle, ça éviterait finalement de les laisser orphelins. Alors que ici ce n'est pas réellement le cas, puisque il y a cette volonté de faire du mal à son mari qui lui fait du mal. J'ai donc requis 15 ans de réclusion criminelle qui m'apparaissait être la sanction qui tenait compte à la fois de la gravité des faits, mais aussi du fait que cette personne n'avait jamais été condamnée par la justice. Je me souviens en particulier de sa dernière déclaration, bien entendu, on donne la parole en dernier à l'accusé, et elle a fait preuve d'un certain détachement, tout en disant qu'elle regrettait et qu'il était normal quelque part qu'elle paye. Le père n'avait pas d'attente particulière. Évidemment, le père a ressenti un sentiment de culpabilité, même s'il sait qu'il y a une distance tellement grande entre ce qu'on lui a reproché comme inconduite conjugale et les faits qui se sont déroulés. Les jurés suivent les réquisitions et Alice est condamnée à 15 ans de réclusion criminelle. Mais le père est effondré. De toute façon, il est effondré. C'est sûr que c'est le malheur de sa vie. C'est-à-dire que ce qu'elle cherchait à faire, elle l'obtient finalement. Le père, il est traumatisé jusqu'à la fin de ses jours. Depuis la mort de sa fille, il vit comme un mort-vivant. Et puis, on passe pas à autre chose. On continue. On continue parce que les stigmates du drame, il va les porter pour toujours. Il va les subir pour toujours. Et que jamais cela ne cessera. Ce qui se passe ce jour-là, c'est que la curatrice de Chantal s'inquiète. Parce que Chantal, elle avait pour habitude d'envoyer de nombreux SMS, de toujours donner des nouvelles. Elle avait une relation très proche et très fusionnelle. J'ai appelé plusieurs fois sur son portable, pas de réponse. Je me suis dit, il lui est arrivé quelque chose, c'est pour ça que tout de suite, dans la foulée, j'ai appelé la gendarmerie. Et ils me disent, vous comprenez, cette dame, elle est majeure, elle a bien le droit de partir, de sortir, de s'en aller comme elle veut. Ah, j'ai dit oui, certes, c'est vrai, mais je vous dis que je suis inquiète, que pour moi c'est une disparition inquiétante et que je demande à ce qu'une procédure soit lancée tout de suite. Les gendarmes se déplacent au domicile de Chantal. Ils constatent effectivement que la maison est fermée, qu'il n'y a plus le véhicule. Et puis ensuite, travaille sous l'égide du procureur de la République de Poitiers, donc demande des autorisations à pouvoir rentrer dans la maison. Le procureur donne l'autorisation et il rentre dans la maison. Il y a beaucoup d'effets personnels en fait qui sont partis. Ils constatent notamment qu'il n'y a plus beaucoup de présence de photos de ses enfants, qu'il n'y a plus de vêtements féminins. Et il pense dans un premier temps qu'elle a décidé de partir précipitamment sans donner trop de raisons. Les gendarmes vont à un moment donné accéder au garage. Ils vont découvrir une porte qu'ils ne pourront pas ouvrir car elle est fermée, semble-t-il, de l'intérieur. Il s'agit en réalité de la porte des toilettes qu'ils vont forcer et ils vont à ce moment-là faire la découverte macabre. Âgée de 45 ans, Chantal est mère de 3 enfants. Déjà très fragile, cette femme a été totalement déstabilisée après la séparation avec son mari.
Chantal, c'est une femme qui n'a à ce moment-là pas d'activité professionnelle. Elle a subi un divorce une dizaine d'années avant et elle a d'ailleurs fait des dépressions à répétition. C'est une femme dont on connaît la fragilité. Elle a fait l'objet de plusieurs hospitalisations en hôpital psychiatrique dans le cadre du traitement de ses dépressions successives. À ce moment-là, elle est quand même plutôt bien. Elle a retrouvé de la joie de vivre et un rythme de vie plus stable avec la nouvelle relation qu'elle entretient avec David, qui ne vit pas avec elle puisqu'il vit à Brest, mais ils ont créé un lien très fort et elle a retrouvé beaucoup d'énergie. Elle était bonne vivante, voilà, elle était souriante, elle était agréable. Elle sortait avec le peu de moyens qu'elle avait, parce que bon, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle avait des amis sur Civaux qu'elle voyait régulièrement, avec qui elle avait des liens. Avec ce nouveau compagnon, eh bien, les choses allaient très bien, quoi. Et puis, il n'y avait pas de souci. Une semaine avant le drame, j'étais donc allée la voir. Et à la fin de la visite, elle me dit « Oh, je vois enfin le bout du tunnel ». Et ça a été les dernières paroles que j'ai entendues d'elle. Au petit matin, Roselyne, la curatrice, aperçoit lors d'une sortie matinale la voiture de Chantal, qui quitte précipitamment son domicile, ce qui n'est absolument pas dans ses habitudes. Et dans l'après-midi, j'ai appelé plusieurs fois sur son portable, pas de réponse. Je me suis même permise d'appeler son ex-mari pour savoir est-ce qu'il n'y aurait pas un problème avec les enfants, une hospitalisation ou quelque chose comme ça. Elle me dit non, je lui ai dit ça va, c'est pas grave, je l'aurai bien au téléphone. Au même moment, à quelques kilomètres de Civaux, un homme trouve un téléphone portable sur une route de campagne. Il le ramasse et appelle le numéro certainement le plus facile à trouver sur ce téléphone, qui se trouve être le numéro de Roselyne. Et ce téléphone est le téléphone de Chantal. Roselyne, qui est sa curatrice, va se demander comment le téléphone a pu être abandonné de la sorte. Elle s'inquiète et donc va signaler la disparition inquiétante de sa protégée. Alertés par Roselyne, les gendarmes perquisitionnent la maison de Chantal. Les forces de l'ordre vont donc intervenir au domicile et, ne trouvant pas Chantal, vont faire intervenir un serrurier pour ouvrir cette pièce qui est demeurée restée à clé. Et dans cette pièce, il y a un accès à des toilettes et ils vont découvrir une scène assez effroyable, c'est-à-dire le corps de Chantal. Elle est attachée avec une ceinture à la barre de soutien qui est prévue puisque ce sont des toilettes handicapées. Et elle est également vêtue de manière assez inhabituelle, c'est-à-dire qu'elle porte une guêpière et un masque sur les yeux. Et elle a les mains également qui sont menottées. Très rapidement, ils vont être suspicieux. C'est-à-dire que si dans les premières secondes, on pouvait imaginer qu'il s'agissait d'un suicide, ils vont comprendre que c'est pas possible. D'abord, physiquement, c'est pas possible. La manière dont le corps est pendu ne correspond pas à un suicide. Il y a des poches poubelles qui ont été stockées dans une pièce proche de cette porte de toilette. Il y a des vêtements de Chantal, ainsi que divers objets en fait, qui lui appartiennent. Dans la machine à laver, en fait, il est retrouvé un drap qui est immaculé de sang, dans lequel il y a des cheveux qui ont été retrouvés également, une poignée de cheveux.
rapport d'autopsie donne énormément de précisions, notamment la cause du décès de Chantal, donc par strangulation. Et puis ensuite, on constate toutes les marques du corps et c'est des traces qui sont situées sur l'ensemble du corps quasiment, notamment aussi sur les genoux. Et l'enquête va se poursuivre et avancer assez rapidement, parce qu'en définitive, Roselyne va tout de suite penser à une personne qui l'a véritablement inquiétée dans l'entourage de Chantal. Il s'agit de Kevin, qui est l'ex-petite amie de Chantal. Et c'est un homme qui a donné du fil à retordre à Chantal par le passé. Chantal et Kevin se rencontrent lors d'une hospitalisation de Chantal au centre hospitalier Laborie, où Kevin est également hospitalisé. Et ils vont créer un lien. Il est beaucoup plus jeune qu'elle. Il a donc 18 ans de moins qu'elle. Mais ils vont commencer à entretenir une relation qui va durer un peu dans le temps. Âgé de 27 ans, Kevin a rencontré des difficultés tout au long de sa vie. C'est un enfant malheureux. En réalité, c'est un enfant qui a été conçu après un drame, puisque son père a tenté de tuer sa mère. Et d'ailleurs, l'a gravement blessé. Donc, c'est un père qui a été incarcéré. Et à sa sortie de détention, le couple s'est remis ensemble. Et c'est à ce moment-là que Kevin a été conçu. La relation entre ses parents s'est détériorée et donc les parents se sont séparés. C'était très douloureux pour son père et Kevin en fait exprime le fait qu'il a des images en tête de son père qui, anéanti par cette séparation, tente de se suicider. Il lui a d'ailleurs retrouvé son père en sang, appelé les pompiers. Il voit son père très malheureux. Et chez sa mère, il vit quelque chose de très difficile puisqu'elle a refait sa vie. Et on est face à un beau-père qui est un beau-père violent, extrêmement violent. Il a travaillé un certain temps, mais ce ne sont pas des missions qui sont très longues. Kevin souhaitait être dans l'armée. C'est vraiment un métier qui lui plaisait, mais les tests physiques qu'il a passés n'ont pas permis qu'il soit conservé comme militaire. Et donc, il n'y a pas de travail stable en tout cas. Hospitalisé à Poitiers, à la suite d'une rupture sentimentale difficile, Kevin se met rapidement en couple avec Chantal. À leur sortie, ils décident de vivre ensemble à Civaux, chez la mère de famille. Il appelle Chantal mamie, enfin, c'est comme ça qu'il la nomme dans son téléphone portable, c'est comme ça qu'elle est identifiée, compte tenu de la différence d'âge. Et les proches de Chantal ne vont pas apprécier cette relation, ne vont pas cautionner cette relation, s'ils s'aperçoivent que Kevin profite de Chantal, en définitive. Il lui faisait faire des dépenses importantes. Elle l'avait habillé complètement, elle le nourrissait. Il prenait sa voiture alors qu'il n'avait pas de permis. Au bout de 6 mois, la quadragénaire met un terme à cette relation. Totalement endettée, Chantal demande à être placée sous curatelle. Mais ses problèmes avec Kevin s'intensifient et elle porte plainte contre lui, pour violence. Chantal était dans une situation financière plutôt difficile, plutôt compliquée. Il lui avait fait faire des dettes. Donc, moi, je lui ai dit, on va faire un dossier sur endettement. Donc la mesure de protection s'est mise en place à ce moment-là et assez vite. Donc si vous voulez, moi je l'ai accompagnée pour qu'elle fasse un dépôt de plainte. Je l'ai aidé à expliquer les choses et après il a donc été condamné. Et il a été condamné pendant que j'étais la curatrice de Chantal. Je me suis dit, bon, si elle a disparu, c'est que ce monsieur est dans le coup. Voilà, bon, c'était tout. Et tout ça, c'était parce que je l'avais rencontré à la demande de Chantal. J'ai eu une sale impression. C'est indéfinissable. Toujours est-il que j'ai eu l'impression d'être glacée. Voilà, mais j'ai senti que c'était
Il y avait quelque chose, quoi. Après la découverte du corps de Chantal, les gendarmes lancent un avis de recherche afin de localiser son véhicule. Les enquêteurs retrouvent très rapidement cette voiture au domicile de la petite amie de Kevin, la petite amie actuelle de Kevin. La voiture est retrouvée à 30 km de Civaux, sur la commune des Roches-Pré-Marie. Kevin va rapidement, compte tenu du remue-ménage à l'extérieur, s'apercevoir que les gendarmes sont là. Et il va simplement dire à sa nouvelle compagne qu'ils sont là pour lui, sortir et se rendre. Kevin, quand il se rend, il va dire « Je suis le pire des pires et je dois être condamné le plus sévèrement possible ». Les enquêteurs vont lui demander de s'expliquer sur cette journée, son déroulé. Il va dire que le matin, il était présent au domicile de Chantal, qu'ils ont eu une relation sexuelle, et qu'un petit peu plus tard dans la journée, elle se serait vêtue de la manière dont on l'a retrouvée dans les toilettes du garage, et qu'elle lui aurait demandé, dans le cadre d'un jeu sexuel, de l'étrangler, avec un lien, en l'occurrence une ceinture. Alors il va expliquer qu'il s'est presque de mauvaise grâce exécuté face à l'insistance de Chantal, et puis qu'il a dû finir par se prendre au jeu. Elle aussi, puisqu'il dit d'ailleurs que c'est elle qui lui demande de serrer plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort, et qu'à un moment donné, il va perdre le contact avec la réalité et serrer sans doute trop fort. Il explique qu'il sait qu'il est en train de la tuer à ce moment-là. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et qu'il a arrêté de serrer son cou lorsqu'elle a arrêté en fait de respirer. Il dit qu'après avoir constaté ce décès, il prend peur, il panique, qu'il va descendre le corps, puisque la chambre se situe à l'étage, jusqu'aux toilettes où elle sera retrouvée quelques heures plus tard, et puis finalement quasiment reprendre le cours normal de sa vie, puisque dans le cours normal de sa vie, il était prévu ce soir-là qu'il accueille dans cette maison sa nouvelle compagne, à qui il avait fait croire depuis longue date qu'elle lui appartenait. Il y a des éléments à charge contre Kevin qui vont apparaître pendant l'enquête, puisqu'on va découvrir que le jour même, il a fait une recherche Internet sur la strangulation. Il a consulté des sites pornographiques assez extrêmes, selon les deux experts qui ont examiné l'ordinateur de Chantal, qui se trouve au domicile. Kevin va dire qu'en fait, Chantal lui avait demandé de pratiquer la strangulation et que c'est dans ce cadre-là qu'il a consulté Internet pour vérifier comment il procédait, à la limite sans prendre de risques. Maude, la nouvelle compagne de Kevin, est elle aussi entendue par les gendarmes. Elle révèle que le jeune homme l'a invitée le 20 janvier dans une maison à Civaux. Elle doit venir dans l'après-midi, donc ils échangent par message pour fixer l'heure d'arrivée. Il lui demande d'ailleurs de reporter un petit peu, de décaler un petit peu son heure d'arrivée. Et Maude doit arriver, il doit la recevoir pour le dîner et dormir dans ce qu'il a désigné comme étant son domicile. Dans la maison, elle va être étonnée parce qu'il lui montre la chambre en lui disant « Voilà la chambre de mon fils » et après il la referme à clé. Et a posteriori, quand elle est interrogée, sa petite amie va dire « Mais c'est vrai que quand il m'a fait visiter la maison, il était dans mon dos tout le temps, il ne m'a pas laissé me promener tranquillement dans la maison. » Placé en détention provisoire, Kevin est expertisé par un psychiatre. On est sur de la mythomanie, on est sur de la manipulation, mais de l'ordre effectivement de la pathologie. En fait, il vit dans un monde parallèle dans lequel le mensonge est omniprésent
mais un mensonge auquel il croit, et au point que l'expert indiquera qu'il a notamment souvent indiqué qu'il était malade d'un cancer et qu'il faisait de la chimiothérapie, et il y croit tellement qu'il perd ses cheveux et il y a des épisodes de vomissement comme le serait un malade. Il est assez classique dans ce type d'enquête qu'on entende un petit peu tout le monde, hein, la famille, les parents, le père, la mère, le frère, les anciennes compagnes, souvent. Moi, j'ai été frappé dans ce dossier plus que dans d'autres par l'unanimité absolue dans cette famille. C'est triste à dire, mais ce Kevin est détesté par tout le monde. Le profil qui est évoqué n'est pas un profil de violent, maladif. Par contre, c'est un profil de roublard, de hableur, d'escroc, de voleur, de profiteur, de parasite. Le 24 novembre 2016, une reconstitution est organisée en présence de Kevin dans la maison de la victime. Il n'expliquera pas pourquoi il l'a installé avec la ceinture et de cette manière dans les toilettes. Non, ça c'est une question qui est restée vraiment en suspens. Mais honnêtement, on a vraiment l'impression d'une mise en scène. Extrêmement morbide, mais c'est vraiment ce que ça révèle. L'essentiel des éléments qu'on a, puisqu'on est dans un huis clos, ils vont être donnés par Kevin. Simplement, ce qu'il va expliquer va devoir se confronter à certaines réalités, et notamment au point de vue du médecin légiste. Et ce qui a été remarquable dans le cadre de cette reconstitution, c'est que l'explication qu'il a donnée sur le déroulement des faits n'a pas pu être validée par le médecin légiste, et notamment sur un certain nombre d'échymoses. Et lui, il dit ce que vous constatez comme traces, qui peuvent être par exemple des échymoses sur les bras ou des traces de traînée au niveau des genoux, ça a dû être occasionné lorsque j'ai dû traîner le corps parce que j'étais tout seul et qu'il a pu riper. Et le médecin légiste lui dit c'est pas possible. C'est pas possible parce que si Chantal était décédée au moment où vous l'aviez traînée, on n'aurait pas pu avoir médicalement ces constatations de traces. « 4 ans, presque jour pour jour, après le meurtre de Chantal, le procès de Kevin s'ouvre devant la cour d'assises de Poitiers. Une audience très attendue par les habitants de Civaux et les proches de la victime. Cette affaire a été très choquante dans notre région, puisque c'est un crime qui a été commis dans des conditions assez malsaines. Voilà, avec une mise en scène sexuelle et en plus touchant une victime qui était une femme adorable, aimée, gentille. Et ça a beaucoup choqué dans la région. Pour la famille, il y a surtout beaucoup de colère avant que ce procès ne s'ouvre, parce que, évidemment, lorsqu'on leur explique que la seule chose que pourrait reconnaître Kevin, c'est un dérapage d'un jeu sexuel dont ils savent que leur mère ou leur ex-femme ne peut pas y avoir participé, ils ne sont pas simplement déçus. Ils sont extrêmement agacés, extrêmement en colère. Et ils espèrent que le procès d'assises va pouvoir permettre d'avancer un petit peu par rapport à cela. Kevin, lors de l'audience, n'exprime rien, il est effacé. Il est recroquevillé sur lui, hein. Il est voûté, il regarde le sol, il écoute. On ne le sent pas spectateur de son procès, mais on sent qu'il n'est pas acteur, vraiment. Il va fixer de temps en temps les parties, ou quand il est interrogé, il va répondre brièvement, mais il est plutôt en toute discrétion, il ne va pas se manifester, il ne se cache pas non plus, mais il a un regard froid. Kevin reste dans sa version lors du procès, c'est-à-dire qu'il va continuer à contester tout ce qui est mis face à lui, c'est-à-dire la recherche sur la strangulation qui a précédé le meurtre et l'ensemble des éléments qui sont
en contradiction avec sa version. Mais à chaque fois qu'il est placé face à ces contradictions, parce que moi je l'ai interrogé, là il s'est énervé. Quand je lui ai posé des questions et quand je l'ai mis face à ces contradictions, mais un peu fermement, là il s'est énervé. Ce qui a été très marquant à ce procès, c'est quand la famille, les proches de Kevin sont venus déposer. On comprend que pour eux c'est dramatique, ils s'excusent auprès de la famille de Chantal, ils ont un sentiment de honte et ils se déchargent en fait. Ils ne se contentent pas d'en faire un portrait pas très glamour. Je dis qu'il est détesté, je le dis à dessein. Je me souviens que, alors on n'en vient pas aux mains devant une cour d'assises, mais parce qu'il y a un dispositif de sécurité adapté. Sinon avec son frère, ça aurait pu en venir aux mains, très clairement. Il est venu à la barre témoigner et on était dans une agressivité qui est rarement atteinte dans un témoignage devant une cour d'assises. C'est assez étonnant. Donc on est dans la détestation, il y a une sorte de haine et puis de ras-le-bol de tout le monde. Je me souviens du témoignage du père également, qui est venu expliquer qu'il n'en pouvait plus, quoi. Ce fils est menteur, et roublard, voleur, parfois violent. On n'arrive même pas à lui trouver la moindre qualité, ce qui est rare, même dans des affaires criminelles. L'avocat général a demandé 25 ans de réclusion criminelle et la Cour a prononcé une peine de 27 ans de réclusion criminelle. Kevin a décidé de ne pas faire appel de cette décision, qui est pourtant une peine importante. Il considère que c'est une peine qu'il mérite. On va dire que c'est une page qui se tourne, il a été jugé, il a été condamné. Il n'a certes pas apporté de réponse et c'est ce qui va le plus manquer aux parties civiles. Chantal, c'est une femme qui était proche de sa famille autant qu'elle pouvait l'être. Elle avait des difficultés personnelles qu'il fallait résoudre. On sait qu'elle a eu des errements de parcours. Il y a eu un errement de parcours qui a nécessité une hospitalisation dont, a posteriori, on s'apercevra qu'elle a coûté cher parce que c'est là qu'elle va rencontrer celui qui supprimera sa vie ensuite. C'est terrible comme parcours. Mais pour le reste, au-delà de ses difficultés personnelles, elle a toujours maintenu le lien avec ses enfants. Et c'est une perte immense pour eux que cette maman qui était très très loin d'être une inconnue, c'était leur maman.